Alors, je vous propose d'aborder cette question de classe de première, que ce soit pour les sections ES ou les questions S, qui débutent assez fréquemment l'année, qui portent sur la croissance économique depuis 1850. Alors, c'est un thème qui est fondamentalement plus pertinent pour les sections ES que pour les sections S, mais ça permet quand même de enrichir sa culture générale pour des sections justement scientifiques. Alors, premièrement, la croissance économique, depuis 1850, vous avez un thème assez simple. D'accord. Et puis on va réfléchir un petit peu à comment ça va se passer pour une composition d'histoire. Là, je vais vous demander, si je vous pose ça en thème de composition d'histoire, il faut définir ce que c'est que la croissance économique, et ensuite pourquoi on s'y intéresse principalement depuis 1850. Définir la croissance, là je vous ai mis, c'est une histoire de phase. La croissance, ce sont surtout, ce qu'on appelle la croissance comme phénomène historique, sont surtout des phénomènes de hausse de la production, de croissance de la production et des phénomènes de baisse ou de stagnation qui constituent les crises. Donc ça vous pose déjà une chose. À travers cette gravure du Creusot, qui est une ville industrielle de l'Est de la France, je souhaitais vous montrer justement les phénomènes qui ont marqué les sociétés européennes au XIXe siècle. Si vous regardez bien, que vous prêtez attention à l'arrière-plan de la gravure, vous avez un paysage urbain mais relativement peu développé. D'accord, ça a encore une forme presque villageoise. Derrière, on a du mal à définir si c'est un château, mais il semblerait que ce soit plutôt un domaine quelconque, peut-être un monastère. Par contre, au premier plan, vous avez la modernité. D'accord, ce que je vous ai mis ici. Cette croissance, elle s'appuie sur l'urbanisation des sociétés. Les paysans vont quitter leurs champs peu à peu justement pour venir travailler dans le milieu industriel. Donc vous avez l'autre phénomène qui suit l'urbanisation qui est l'exode rural. On quitte les régions rurales et les villages pour venir travailler dans ces usines. D'accord. Et on a la croissance du secteur industriel qui est à la base au XIXe siècle le secteur moteur. Alors là, vous voyez, toutes ces cheminées d'usines, elles sont aussi un peu le symbole de cette industrialisation. Et là, je vous ai mis d'autres thèmes, d'autres concepts qu'il faut aborder. L'industrialisation, c'est le fait que la société, dans ce qu'elle produit, elle va passer de plus en plus par des procédés industriels. La mécanisation, parce que la machine, notamment à vapeur au 19e, elle a une importance considérable. La révolution industrielle, c'est tout ce phénomène qui voit la production de biens, hein, ça peut être n'importe quoi, ça peut être les trains, les chemins de fer, l'acier, les métaux, les premières bicyclettes, les armes aussi, hein, ça a eu une importance assez grande dans l'industrialisation au 19e. Ça part justement de la révolution industrielle. Moi je vous mets, tout ça, ça met fin aux sociétés fondées sur l'agriculture. Donc on a posé déjà quelques phénomènes. Et on a défini d'une certaine manière la croissance économique. La croissance économique depuis 1850, elle va d'abord s'appuyer sur l'urbanisation, l'exode rural, l'industrialisation, la production de masse et tout un tas de phénomènes. Alors si on doit définir historiquement le phénomène, là on va avoir une véritable définition historique, c'est une augmentation de la production économique ou la production de biens sur le long terme, la croissance, qui a abouti à une augmentation des salaires, une amélioration du niveau de vie, mais aussi une hausse des bénéfices pour les entreprises. C'est ça la croissance. Alors précédemment, je vous ai dit, c'est une question de phase, parce que vous avez la première vague d'industrialisation en Europe, même si la France et le Royaume-Uni avaient déjà connu un développement industriel, c'est vraiment à partir du milieu du 19e que ça va gagner une bonne partie de l'Europe, l'Allemagne, l'Italie, le nord de l'Espagne et les pays scandinaves par exemple, et les États-Unis aussi, même si le grand bond en avant américain, il est après la guerre de sécession, donc à partir de 1865. Donc on a une première vague d'industrialisation qui se construit sur le textile, le chemin de fer essentiellement.
Et vous voyez, on a d'autres périodes, là que je vais entourer en bleu, pour les marquer plus rapidement, qui sont des crises. Et vous voyez que ces périodes de crise, elles sont relativement récurrentes dans l'histoire. On peut les dater. Bon là, vous voyez que c'est à peu près tous les 50 ans, on a une grande crise majeure, qui est à la fois une crise une crise financière, mais aussi une crise de production, une crise de débouchés, une crise qui peut avoir plusieurs causes. Donc on verra également que chimie et électricité, pétrole automobile, au tournant du XXe siècle, et notamment surtout dans les années 10, 20, 30, va constituer la deuxième révolution industrielle tournée autour de l'automobile. Et la grande période d'après-guerre des Trente Glorieuses, elle se fonde sur de nouvelles technologies, la production d'électricité. Alors là, on vous a mis nucléaire, mais c'est aussi l'électronique. Et moi, je dirais, c'est aussi le début des délocalisations, des productions industrielles dans les pays asiatiques. Enfin, on a une période assez riche. Alors, pour revenir à une démarche historique, la première croissance, elle est basée sur le chemin de fer et les industries textiles. Ici, je vous montre les industries textiles. C'était vraiment quelque chose qui nous paraîtrait archaïque aujourd'hui, mais qui était très novateur. Vous aviez des métiers à tisser qui fonctionnaient là avec des machines. Bon, vous avez des dames qui surveillent la production, comment les machines se placent et comment les navettes se placent pour filer et tisser. Mais tout ça, ce sont des poulies avec des sangles, si vous voulez, qui sont actionnées par un mouvement qui est produit par une machine à vapeur plus loin. Donc on a vraiment toute une technologie qui va rentrer dans l'usine, qui va créer une force. Cette force, on va l'utiliser avec ces espèces de transmission de courroies en fait qui vont activer des mécanismes sur des machines et à partir de cette force on va pouvoir produire de manière bien plus intense. Alors quels sont les moteurs de la croissance? On peut en trouver beaucoup, on ne va pas revenir sur les moteurs de la croissance du 19e de manière très longue, mais je peux vous faire un petit topo rapide. Ce qu'on appelle les moteurs de la croissance, c'est ce qui permet la croissance économique au niveau mondial. Donc là, ici, si on étudie ce petit moteur là spécifique, vous avez au 19e siècle la machine à vapeur avec le chemin de fer, ça va créer une révolution des transports. Les gens vont se déplacer et aussi la main-d'œuvre va se déplacer pour aller travailler justement dans les usines. Donc ces trains sont très importants. Et aux États-Unis, c'est le chemin de fer qui a permis la colonisation du territoire. Alors Pasteur découvre les microbes, invente les vaccins, ça c'est plutôt faux, il n'a pas inventé les vaccins que Jenkins ou d'autres avaient déjà inventés avant lui. La voiture à vapeur, ça fait partie des progrès du 19e siècle, les débuts justement du vol des avions ou du cinéma, ce sont tout un tas de progrès du 19e siècle qui vont préparer la croissance économique du 20e siècle. De la même manière, aujourd'hui, on travaille sur de la robotique et des intelligences artificielles. Dans votre quotidien, vous en voyez très peu d'applications, mais on travaille justement pour que dans 20, 30, 40 ans, ça ait des applications concrètes. Alors en 1945, la reconstruction, c'est également un facteur de croissance important. Alors je vous le mets parce que c'est une dimension historique particulière pour les sociétés européennes. Les destructions de la guerre, en Allemagne, en France, en Italie, en Grande-Bretagne même, qui a été quand même pas mal bombardée, mais surtout en France, en Allemagne, en Italie, au Benelux, dans les pays scandinaves qui ont été envahis, et même en Union soviétique, la reconstruction, ça va doper la croissance. On va reconstruire des villes entières, on va reconstruire des industries, on va avoir une croissance très, très élevée grâce à ça. Et si on s'intéresse plus à des phénomènes contemporains, c'est-à-dire des phénomènes de la mondialisation actuelle, on peut avoir par exemple l'accroissement
des flux et du transport mondial. Les flux maritimes, le développement du trafic maritime, c'est lié au développement des échanges entre les différentes parties du monde. Alors vous le verrez quand même de manière bien plus intense en terminale, mais c'est ce qu'on appelle les pôles de la triade. D'accord ? Vous avez 3 pôles ici, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie de l'Est, qui sont les pôles de production, les pôles financiers mondiaux, qui ont intensifié les échanges. Ces échanges sont facteurs de croissance, alors beaucoup plus en Asie qu'en Europe, ça il faut bien l'admettre, mais on a également des répercussions sur la croissance comme on en a eu au Brésil, en Afrique du Sud ou bien sur une périphérie du monde occidental comme l'Australie. Donc on a plusieurs facteurs, plusieurs moteurs qui peuvent expliquer la croissance et ils sont souvent datés historiquement. On n'a pas les mêmes facteurs qui expliquent la croissance suivant les époques. Alors, il est nécessaire dans ce chapitre de voir une étude de cas qui porte sur une entreprise ou sur un secteur d'activité. Là, j'ai choisi Peugeot, l'entreprise capitaliste comme moteur de la croissance. Donc, qu'est-ce qui a contribué en partie à la croissance économique dans les pays occidentaux? C'est la volonté d'hommes d'affaires et d'industriels de faire du profit. Et pour faire du profit, il a fallu que ces entreprises aient des stratégies bien particulières qu'on peut étudier et qui sont historiquement aussi datées. Donc si on prend le groupe Peugeot, là je vous ai mis, c'est à l'origine une entreprise métallurgique. D'accord ? Vous avez ici les logos des années 1858-1882, vous voyez c'est le lion, assez particulier, qui est toujours dans le cycle depuis 2010, on va dire transformé, mais qui reprend l'idée de la puissance et de la domination, si vous voulez. Alors, autre chose, vous avez aussi 2 phénomènes, qui sont la diversification, qui signifie que l'entreprise, justement, est passée par une phase de transformation qui l'a amené à produire des choses très différentes. Alors, vous voyez, Peugeot, à la base, c'est une entreprise qui fabrique essentiellement des outils, des scies, des choses comme ça, et qui, voyant se développer un nouveau secteur, au début du XXe siècle, va se mettre à construire des voitures. Cette diversification, elle va conduire l'entreprise à produire, si vous voulez, plus, à investir aussi dans des nouvelles usines, des nouveaux outils qui vont l'amener à grandir. Et c'est une forme de croissance pour l'entreprise elle-même. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on a un autre phénomène qu'on appelle phénomène de concentration, qui est en réalité assez ancien. Alors, on pouvait le retrouver par exemple aux États-Unis à l'époque de la famille Rockefeller, hein, qui avait un trust, une grande entreprise qui possédait quasiment tout dans le domaine du pétrole. Là, à travers l'exemple de Peugeot, on peut retracer aussi des phases historiques de concentration. Peugeot et Citroën se sont liés il y a déjà assez longtemps. Mais on a aussi un phénomène de diversification avec de nouvelles marques. D'accord ? DS, c'est une manière d'essayer de créer une marque plus ou moins luxueuse pour se diversifier. Vauxhall, c'est Vauxhall en Grande-Bretagne, c'est la filiale d'Opel en Grande-Bretagne. C'est un rachat assez récent d'Opel, où on a une diversification sur des marchés où Peugeot était peu présent, comme l'Allemagne. Mais ce sont plusieurs entreprises qui vont être achetées et qui vont créer un phénomène de concentration où on va justement chercher à maximiser les coûts, si vous le voulez. Si vous avez plusieurs entreprises qui produisent très bien certains produits, vous allez certainement améliorer votre rentabilité et plus vous avez de capacité de production, moins ça va vous coûter et plus les marchés financiers sont contents que ça vous coûte peu d'argent et que vous puissiez faire des bénéfices. Alors ensuite, on doit aborder la question des économies mondes successives. Alors les économies mondes successives, c'est un concept qui vient d'un historien qui s'appelle Fernand Braudel, qui a été repris par tout un tas d'autres historiens et économistes, qui veut dire justement qu'on a un système mondial dominé par une puissance. Là, je vous ai mis un pôle d'impulsion qui contrôle le système d'échange. Ça veut dire que
le commerce mondial est contrôlé par une puissance bien définie. Alors la première de l'histoire, la première vraie puissance mondiale, c'est l'Empire britannique, qui est fondé sur la conquête de territoires coloniaux essentiellement, que vous connaissez pour la plupart, hein, l'Amérique du Nord. Bon, à l'époque c'était le Canada. On a donc les îles britanniques et vous avez ici une bonne partie de l'Afrique de l'Est. Ce qu'on appelle l'Empire des Indes, l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh, hein, qui reste une des régions et qui était déjà une des régions les plus peuplées du monde, et l'Océanie à travers l'Australie, la Nouvelle-Zélande et un certain nombre d'îles. On peut aussi estimer qu'une bonne partie de l'Asie du Sud était sous influence britannique. D'accord, ça veut dire qu'on avait une réelle capacité de contrôle des échanges mondiaux. Là, vous voyez, les Britanniques contrôlaient tous les points de passage des mers. Et en termes d'influence économique, ils avaient une importance énorme en Amérique latine avant que ce soit les Américains. Alors ainsi, les Britanniques dominaient globalement un système économique qu'ils ont contribué à mettre en place. Alors, il reposait ce système économique, je vous ai mis un petit schéma facile à retenir, sur la finance avec la City de Londres qui a été la première grande place financière, on va dire, de l'ère de ces économies mondes, même si Amsterdam avant a été une grande place financière également. La livre qui était la monnaie internationale, l'empire colonial sur lequel s'appuyaient les Britanniques, qui était très vaste, très puissant et très peuplé, hein, 400 millions d'habitants dans les années 30, essentiellement en Inde, au Pakistan, au Bangladesh. Une puissance navale très importante sur tout ça, à rappeler, leur domination s'est construite sur la marine, et la marine de guerre et la marine marchande, et un libre-échange qui a été stimulé et puis défendu par les Britanniques depuis le 19e siècle. Alors, on a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut également revenir. Quand on prend ce type de documents impériaux qui étaient la mise en valeur justement de l'Empire britannique, on a les différents territoires ici que je vous ai marqués en rouge. Bon, il manquait la percée africaine qui est venue un petit peu après ce document-là, qui est de 1886. Mais on a également, ici, comme je vous l'ai indiqué, l'allégorie de la Grande-Bretagne qui est Britannia. Et Britannia, contrairement à d'autres allégories comme par exemple Marianne qui parfois amène une corne d'abondance, c'est-à-dire la prospérité aux colonies, là cette Britannia, elle détient le trident de Neptune, c'est-à-dire qu'elle domine les mers. Alors vous avez toute une variété de peuples dans cet empire qui sont mis en valeur ici, hein. Des peuples polynésiens, asiatiques. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi le comptoir de Hong Kong qui entre en ligne de compte. Les aborigènes australiens dans le coin à droite ici, et on a, on va dire, le joyau de l'empire qui est ici les populations indiennes et autres. Alors cet empire, c'est le premier à réellement constituer une économie monde, même si la domination économique de la Grande-Bretagne, elle s'étendait au-delà de cet empire sur de nombreux pays, et notamment l'Amérique latine, mais aussi de nombreux pays asiatiques. Alors, deuxième économie monde, l'économie monde américaine, que vous étudierez beaucoup en terminale, donc pas besoin non plus de revenir énormément dessus. Ce qu'on appelle l'économie monde américaine, c'est l'organisation de l'économie mondiale centrée sur le territoire américain et ses intérêts. Alors ici, vous avez des éléments qui rappellent justement ce qu'on a vu avec la Grande-Bretagne. Les États-Unis dominent le monde avec leur secteur financier, la Wall Street à New York, le dollar aussi comme monnaie. C'est la même chose que pour l'Empire britannique avec la City et la livre. Les alliances diplomatiques, bon là vous avez l'OTAN qui ici caractérise l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale qui sont des alliés des États-Unis. La puissance navale, là, cette fois-ci très militaire pour les Américains, aérienne et nucléaire. Là on a une domination totale de l'économie mondiale, mais surtout des mers par un appareil militaire extrêmement développé. Ça veut dire des porte-avions,
des groupes navals centrés autour de ces porte-avions avec des croiseurs, des destroyers, des lance-missiles. Bref, les Américains sont les maîtres des mers actuels. Alors, ici, pour vous donner un petit exemple, durant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont produit les armes qui ont permis la victoire des Alliés, essentiellement la Grande-Bretagne, l'Union soviétique, ceux qui se battaient encore, et leurs propres armes. Alors, pour vous montrer à quel point ce conflit a eu de l'importance pour leur industrie et à quel point l'industrie de l'armement s'est développée, on est passé de 2000 avions construits en 1940 à près de 100 000 à la fin de la guerre. Ça implique un nombre d'usines considérable, un nombre d'ouvriers, d'ingénieurs, de personnel impliqués dans l'aéronautique aux États-Unis aussi qui est considérable. Et l'aéronautique militaire, c'est-à-dire les avions militaires, les missiles ou autres, est toujours dominée par les firmes américaines. L'aviation civile, comme vous le savez, c'est un peu plus partagé entre les firmes américaines et les firmes européennes avec Airbus EADS. Le nombre de chars aussi est révélateur. Les Américains, sur l'ensemble de la guerre, sont parvenus à produire plus de 70 000 chars, 250 000 avions. Il faut se figurer ce que ça représente aujourd'hui. Même si ce sont des plus petits avions ou des chars de moins bonne facture, c'est quelque chose. Et sur le plan de la main-d'œuvre, les Américains, en 1944, étaient capables de fournir une main-d'œuvre de 54 millions de personnes, ce qui était notamment engagé massivement dans l'industrie, supérieur à tous les pays européens. Alors pour vous montrer aussi en quoi cette économie monde américaine est spécifique, en quoi le système économique des années 1920, mais surtout 1945 à nos jours est particulier, je vais vous montrer cette liste qui est la liste des grandes entreprises américaines en 1956, avec des chiffres d'affaires qui se comptaient déjà en milliards de dollars, ce qui était loin d'être le cas pour beaucoup de firmes européennes. Donc General Motors était déjà la première firme mondiale à l'époque. Les sociétés pétrolières comme ExxonMobil étaient déjà importantes. La plupart de ces firmes, Exxon, Ford, Chrysler, là c'est un peu différent, mais General Electric, DuPont globalement, AT&T, Mobil, Texaco, qui sont des firmes pétrolières pour beaucoup. Toutes ces firmes, elles sont encore parmi les 50 firmes transnationales les plus puissantes aujourd'hui. Donc ce qui fait aussi la domination économique américaine sur le monde, c'est cette puissance des firmes américaines et le fait qu'elles ont contribué à délocaliser, à développer de nombreux pays. Donc vous pouvez assez facilement expliquer que l'économie monde américaine doit sa puissance en partie à l'économie d'après-guerre, à la guerre froide, mais aussi à ces firmes transnationales qui ont produit d'une certaine manière la mondialisation actuelle. Et enfin, parmi ces économies mondes, on a le monde multipolaire actuel qu'on a tendance à dater du début des années 90, mais vu la période de domination américaine que furent les années 90, on pourrait plus dire que la montée en puissance de la Chine, du Brésil, de l'Inde est plus à dater au début des années 2000. D'accord, on va dire grosso modo une quinzaine d'années, 17 ans si vous voulez. Mais on a ce monde multipolaire qui s'est construit notamment sur la puissance chinoise. C'est pour ça que je vous ai mis ici Shanghai comme exemple. Le quartier d'affaires de Shanghai s'appelle Pudong, qui est un bon exemple de la montée en puissance des Chinois et de leur capacité justement à concurrencer les États-Unis. Alors, le monde multipolaire, vous le verrez également assez abondamment en terminale, il est fondé sur cette fameuse triade Amérique du Nord, on pourrait presque inclure le Mexique, tellement le Mexique est arrimé à l'économie américaine et canadienne, l'Europe de l'Ouest et le Japon, la Corée et une partie de la façade chinoise. Et là, on a le pôle majeur de l'espace économique mondial, ici. Et le littoral chinois, on est quand même obligé de l'inclure aujourd'hui parce que Hong Kong, Shanghai, Pékin, mais aussi toute la région autour d'Hong Kong qu'on appelle le delta des Perles, ce sont
les moteurs industriels du monde contemporain. Alors, vous voyez, on a ce monde multipolaire, ces trois gros pôles de développement économique, mais on a également de nouveaux pôles en développement. L'Inde ici, l'Afrique du Sud, surtout pour l'Afrique, mais on pourrait rajouter le Nigeria qui est devenu une grande puissance, et le Brésil. Donc on a tout un tas de nouveaux pays qui s'industrialisent rapidement, dont le niveau de vie a beaucoup augmenté, et ça pourrait être généralisé presque à l'ensemble de l'Amérique latine. Alors l'Amérique latine a connu un développement économique important, et dans les années à venir, il semble que les sociétés latino-américaines qui sont bien plus stables, à part le Venezuela et peut-être le Mexique à cause du trafic de drogue, mais qui connaissent justement un développement important. Alors bref, tout ça pour dire ce monde multipolaire, ça veut dire qu'on n'a plus seulement l'économie américaine qui est au sommet de la pyramide, on a un ensemble de puissances et de pôles qui commencent à structurer le monde. Alors là, ça nous donne un schéma assez différent, avec les États-Unis qui confortent leur puissance militaire, financière et le dollar, le Brésil qui apparaît de plus en plus comme une puissance, là, moi je dirais pas tant industrielle que agro-industrielle. C'est quand même l'agriculture et l'agro-industrie qui a fait sa richesse dans les années 90-2000. L'Inde qui est une puissance technologique mais pas uniquement. Et la Chine là qui est une véritable puissance militaire en train de se construire, politique, diplomatique et bien sûr économique. Alors, dernier petit point justement, si on a à résumer ça avec un schéma, ça vous donnera ça à peu près, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les émergents, et on peut parler de nouveaux émergents aussi pour le Mexique, l'Indonésie. Un gros pâté assez informe là, qu'on vous a dessiné en Afrique subsaharienne pour les pays les moins avancés. Même si l'Afrique est en train d'évoluer aussi rapidement, il reste beaucoup plus de problèmes de développement qu'ailleurs. Donc vous percevez bien les pôles de la triade, là on vous a mis seulement le Japon, mais ça inclut aujourd'hui la Corée du Sud et une bonne partie de la Chine littorale. Aujourd'hui ça inclurait assez facilement 400-500 millions de personnes en Asie, dans ce pôle ultra dynamique. Cette limite nord-sud qui veut plus rien dire, sur laquelle on reviendra également. Et donc un monde qui est devenu économiquement plus complexe et où le PIB chinois rivalise de plus en plus avec le PIB américain et le PIB européen. Alors pour rendre compte de tout ce qu'on a dit, il faut rappeler que la croissance c'est un phénomène historique qui enregistre, si vous voulez, l'augmentation de la production, notamment en Europe où l'industrialisation a eu lieu en premier, aux États-Unis ou autre. C'est ça qu'on appelle croissance. Et toujours plus, si vous voulez, toujours plus de voitures, de maisons, d'ordinateurs, de services, de jeux en ligne, de football, si vous voulez. Et on discutera justement du fait que c'est extrêmement critiqué, mais là je ne peux pas rentrer dans le détail. Alors les moteurs de cette croissance, elles sont liées, ça j'en ai peu parlé, à la société de consommation aussi, c'est-à-dire à la publicité, au marketing, au fait que les gens consomment et on leur vend des produits parfois dont ils n'ont pas besoin, voire souvent, et aussi à l'investissement. D'accord, ça on l'a vu rapidement dans le cas de Peugeot. On investit dans la technologie, on diversifie la production, mais aussi on augmente ce qu'on appelle la productivité, c'est-à-dire le fait de produire plus dans le même temps et à moindre coût. Ensuite, il fallait rappeler que cette croissance, elle s'est appuyée sur une forme de mondialisation qui est celle des économies mondes, où on a trois économies mondes qui se sont succédées depuis 2 siècles pour produire la mondialisation des économies qu'on connaît aujourd'hui. Alors il y a eu des avancées, des reculs de cette mondialisation, on ne va pas revenir dessus. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est cette logique de centre. Le centre de l'économie mondiale, c'est la Grande-Bretagne, les États-Unis, et aujourd'hui ce sont plusieurs pôles. C'est ça le monde multipolaire. C'est une remise en question de la domination américaine par plusieurs autres pôles et puissances. Alors, par certains aspects militaires, diplomatiques, financiers ou autres, ou même en partie technologique, elle n'est pas remise en question cette domination,
Mais en termes de production économique et de croissance, la Chine, de plus en plus l'Inde, il y a encore quelques années, le Brésil et la Russie remettaient en question cette domination et se mettaient un peu plus au niveau. Mais on a quand même beaucoup de nations et de pays dans le monde où le niveau de vie a globalement augmenté, la production économique aussi, les inégalités également, ça on en parlera, mais où on peut justement affirmer qu'on est dans un monde plus multipolaire que dominé par les États-Unis. Donc j'espère que ça vous servira à comprendre ce dont on ne pourra pas parler en classe et que ça vous permettra de produire un premier devoir intéressant.